été industrialisé. Le nom de code, Jean de Lignassi, le nom de code, c'est défenseur inébranlable. C'est le nom de code de l'opération de l'OTAN, l'exercice militaire qui va démarrer la semaine prochaine, en février, fin janvier, début février. Nous sommes toujours avec vous, Jean de Lignassi, Général Trinquant, Bernard Guetta et Catherine Gentil de Cannes-Côte pour évoquer, entre autres, donc, cet exercice géant de l'OTAN. On va vous donner quelques chiffres. C'est un exercice qui est présenté comme historique, le plus important depuis 35 ans, avec 90 000 militaires déployés, 50 navires de guerre, 80 avions, 1100 véhicules de combat, donc une armada conséquente. Voilà ce qu'en dit un des officiers de la force suprême des alliés de l'OTAN, Christopher Cavoli. Ce sera une démonstration claire de notre unité, de notre force et de notre détermination à nous protéger les uns les autres. Et le général Golin, qui est commandant du corps de réaction rapide France, dit que la guerre en Ukraine rappelle que nous devons être prêts à mettre toutes nos forces dans nos efforts collectifs de dissuasion pour dissuader notre ennemi de troubler la paix. Dissuader notre ennemi de troubler la paix. Tout est possible, même l'impensable. Avant de vous entendre, Général, parce que, évidemment, vous avez déjà participé, vous, avec l'exercice de l'OTAN. Vous savez ce que c'est. Beaucoup avant 90 et la dernière fois en 2002. Donc c'est parfait parce que, grâce à vous, on va comprendre ce qu'il se passe. D'abord, comment ça se passe et si c'est aussi historique qu'on le dit aujourd'hui. Mais cette dernière phrase, dissuader, même l'impensable. C'est-à-dire que dans l'esprit de l'OTAN, cet exercice est organisé dans la perspective éventuelle d'une Russie ou d'une autre puissance militaire qui, effectivement, attaquerait ses alliés, un des alliés. Là, c'est spécifiquement sur la Russie, hein, c'est-à-dire que le scénario, c'est dans le cas où la Russie attaquerait un des pays de l'OTAN. L'impensable, ça s'est déjà produit en février 2022, évidemment, quand très peu de gens pensaient que Vladimir Poutine pourrait décider d'attaquer l'Ukraine. Donc, c'est évidemment fort de cette expérience qu'on considère que l'impensable est devenu possible. Mais c'est important en ce moment, parce qu'au moment où les Européens ont quand même du mal à se décider pour voter les milliards qui sont prévus pour l'Ukraine, où les Américains sont un peu dans la même situation, ça prouve au moins que d'un point de vue militaire, on continue sur ce chemin d'être capable de réagir si jamais la Russie un jour allait plus loin que l'Ukraine. Donc le message vis-à-vis de la Russie, c'est celui-là. Ça fait un peu oublier les problèmes de vote pour les budgets nécessaires au soutien de l'Ukraine aux États-Unis et en Europe. Et d'ailleurs, cet exercice est lancé en février. Ça n'est sans doute pas innocent. Ça fait partie aussi de la symbolique. 2 ans après que la Russie a effectivement lancé une opération qu'on pensait impensable. Alors, Général Trinquant, cet exercice, 90 000 hommes déployés, de nombreuses nationalités, beaucoup de pays impliqués, pratiquement tous d'ailleurs, beaucoup de véhicules présentés comme le plus important exercice. Plus important exercice depuis longtemps. Alors, je vous disais que avant les années 90, on en faisait tous les 2 ans. Hein. C'était régulier. On était face à la trouée de Fulda, etc. Enfin, la trouée de Fulda. Pardon ? La trouée de Fulda, qui était une trouée bien connue dans le sud de l'Allemagne, entre la République tchèque, et dans lequel les hordes soviétiques, disait-on à l'époque, pouvaient s'engouffrer. Et j'étais à l'époque officier opération de 2e corps d'armée, et on était chargé de contre-attaquer, puisque, je rappelle, les forces françaises faisaient partie des forces de l'OTAN. Hein, même si ce n'était pas dans le commandement intégré, elles en faisaient partie. Donc c'est un terrain d'exercice militaire. Voilà. Ça, c'était avant 90. La dernière fois que j'ai fait un exercice avec l'OTAN, c'était en 2002. Alors, souvenir marquant, parce que c'est une grande bascule, nous en parlions tout à l'heure. L'exercice a commencé le 11 septembre 2001 à Norfolk. Et vous vous souvenez, c'était l'attaque contre les tours. Et ensuite, l'OTAN a basculé en Afghanistan. Et donc, il n'a plus fait ce type d'exercice puisqu'il se concentrait sur l'Afghanistan. Et là, donc, on reprend ces exercices. Je cite simplement la devise de l'école de guerre. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est exactement ce que fait l'OTAN. Il y a le mot défense, je le rappelle. Vous le disiez tout à l'heure, l'OTAN n'est pas en Ukraine. Non, l'OTAN, elle est faite pour défendre les frontières de l'OTAN. Et donc, c'est les pays baltes, la Finlande maintenant, et
tous les pays. Et ces exercices, un autre point très très important, vous aviez le général Gaulin qui intervenait, général français. Le corps de réaction rapide de l'OTAN, depuis hier, est dans les mains du corps français de Lille. Et donc pendant un an, si une force doit réagir, elle est commandée par un Français et par un état-major piloté par la France, international. Donc c'est important. Et donc cet exercice qui démarre... S'il faut une réaction rapide à une agression d'un pays allié, c'est un général français qui commandera le corps de réaction rapide. C'est pas lui qui donnera l'ordre de le faire. Il y a des institutions otaniennes pour ça, mais c'est lui qui exécutera l'ordre. La France est maître d'œuvre, si vous voulez, pour la mise en œuvre de ce corps d'armée. Et donc l'exercice qui se passe, 90 000, 50 navires de guerre, etc., c'est un exercice interarmé classique dans lequel on doit réentraîner l'OTAN à manœuvrer, parce que je le disais, avec l'Afghanistan, on avait oublié un peu ce type de manœuvre. Mais et donc, voilà. Encore une fois, oui, effectivement, l'OTAN n'a pas envoyé d'hommes, mais le message est très clair quand même à Poutine. Il va le recevoir 5 sur 5. Oui. On sera capable, au cas où vous décideriez d'aller plus loin, on est prêt. Alors, c'est vrai, c'est une manœuvre dissuasive très puissante. Je suis pas sûr que si Trump est élu, de telles manœuvres pourraient avoir lieu en 2025. Donc, il faut capitaliser et renforcer maintenant parce que c'est possible. Peut-être que l'an prochain, ça ne le sera pas. Intéressant. Je suis 1000 fois d'accord avec ce que dit l'ambassadeur. Nous avons quand même un candidat à la présidence des États-Unis, qui a de bonnes chances, pas de certitude, mais de bonnes chances, voire de très bonnes chances d'être élu. Cet homme met systématiquement en doute depuis 2016 la permanence de l'engagement des États-Unis dans l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire dans l'OTAN, comme on dit plus couramment en France. Si M. Trump est élu dans un an, la tentation des Russes sera très forte d'aller tester l'Alliance Atlantique, par exemple en Estonie. Par exemple en Estonie, où il y a une population russophone très très importante et qui est un tout petit pays. Alors ça ne sera pas une invasion, non, ce sera testé. Et évidemment que pour cela, ces manœuvres sont très très importantes. D'ailleurs, les pays baltes, la Lituanie encore hier, a encore sonné l'alarme. En disant que si l'Ukraine n'inflige pas une défaite à la Russie, ça se terminera mal pour l'Europe. Eux, ils sont en première loge. Il n'y a aucun scénario dans lequel, si l'Ukraine ne gagne pas, cela pourrait se terminer pour l'Europe. Il est possible que la Russie ne soit pas contenue en Ukraine. C'est aussi, ça c'est une question que je vous pose, l'exercice de l'OTAN, c'est aussi pour, effectivement, enfin c'est d'abord pour empêcher Poutine d'aller plus loin, dans le cas où l'Ukraine perdrait la guerre. Moi, je crains beaucoup que Poutine ne soit tenté ce printemps. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Ne soit tenté ce printemps de lancer véritablement une tentative d'offensive très sérieuse en Ukraine. Pourquoi ? Parce que ce serait juste avant... Encore plus que ce qu'elle a fait, oui, beaucoup plus. C'est-à-dire jusqu'à Kiev ? Enfin, en tout cas, marcher vers Kiev. Enfin, en tout cas, sortir de la position défensive. Essayer une offensive, laquelle, je ne sais pas pourquoi. Parce que après le printemps, les Ukrainiens auront une aviation, les F-16, premièrement. Et deuxièmement, parce que il est temps pour M. Poutine de gagner quelque chose pour pouvoir proposer un cessez-le-feu, parce que autrement, il sera obligé de lancer un nouvel ordre de mobilisation juste après sa réélection. On est d'accord, ça n'a rien à voir avec l'OTAN. Je pense que l'ambassadeur sera d'accord avec moi, il passerait très mal en Russie. Très mal. Mais ça n'a rien à voir avec l'OTAN, on est d'accord. Si, il y a quelque chose à voir. Pourquoi ? Parce que l'OTAN fait une démonstration de force là en février, au moment où grosso modo, au moment où M. Poutine pourrait être tenté de lancer une offensive en Ukraine. Et donc, d'obtenir un cessez-le-feu et ensuite aller plus loin. Mais parce que le cessez-le-feu, ce sera la capitulation. Elle traduira ça comme la capitulation de l'Ukraine. Oui, moi je partage cette analyse. Personnellement, je ne pense pas qu'en dehors du monde russe, la Russie, que la simple armée ukrainienne a réussi à exténuer, puisse aller
plus loin sur l'Europe. En revanche, effectivement, l'Estonie, enfin les anciennes républiques socialistes soviétiques, la Moldavie, là, il y a un risque en cas de victoire. Je ne pense pas qu'il aille au-delà. Attendez, vous nous dites l'ancien monde russe, qui n'est plus russe. Qui n'est plus russe. Et pardon, notre ministre tout à l'heure, il est dans l'OTAN. D'où l'utilité de ce genre de manœuvre. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des petits pays européens qui pourraient subir les assauts. Ben voilà. C'est ce dont on parle de plus en plus, d'ailleurs, qui serait que les Russes voudraient maintenant tester le fameux article 5 de l'OTAN, qui, justement, précisément, explique que si l'un des membres est attaqué, tous les autres doivent lui venir en aide. Ce que symbolise, d'ailleurs, cet exercice avec 90 000 hommes. Le scénario qui circule le plus, ce serait que, justement, s'appuyant sur les minorités russophones des pays limitrophes, les Russes montent éventuellement une provocation pour dire que les minorités russophones sont très maltraitées et que donc elle se doit d'agir. Et à ce moment-là, elle pourrait effectivement lancer une opération sur un de ces pays, une petite, entre guillemets, opération pour voir si à ce moment-là, l'OTAN met bien en œuvre le fameux article 5. Et si ce n'est pas le cas, on détruit l'article 5 et donc la puissance de l'OTAN par la même occasion. C'est pour ça que cet exercice, symboliquement, est aussi très important. Là, on rentre dans les scénarios, et comme le disait le général Gaulin, il faut penser même l'impensable. Donc les scénarios, c'est fait pour ça, c'est fait pour balayer tout ça. Juste un point sur les pays baltes. Les pays baltes, il faut rappeler qu'à l'époque soviétique, c'était la Russie. C'était pas des pays indépendants, c'était la Russie. D'où la pensée de Poutine, qui lui a oublié qu'ils sont devenus indépendants. Et la position de l'OTAN dans ces pays-là, extrêmement importante. Je voudrais rappeler qu'en Estonie, il y a des troupes françaises, il y a des troupes britanniques, et que ça, c'est extrêmement important. Parce que si l'Estonie est attaquée, ça n'est pas seulement l'Estonie, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne qui sont attaquées. Et quant aux minorités russophones, on en parle beaucoup. Mais une petite enquête dans les minorités russophones des pays baltes vous apprend rapidement qu'ils ont compris que le PIB de l'Estonie a été multiplié par 10 depuis qu'ils ont rejoint l'Union européenne. Et que ça, ils n'auraient jamais pu le connaître s'ils avaient été de l'autre côté. Et que, donc, elles parlent russe, certes, mais elles bénéficient de la croissance qui leur a été donnée en Europe. Et je pense que ça ne peut être qu'un instrument utilisé par les Russes, mais pas une réalité. Voilà. Donc... mais il faut préparer tous les scénarios. Et simplement, pour revenir sur l'élection de M. Trump cet été, on a raison de s'entraîner avec l'OTAN aujourd'hui, parce que l'OTAN, c'est les États-Unis plus les Européens. Donc les Européens ont tout à gagner à s'entraîner ensemble et à imaginer ce que ce serait s'il n'y avait plus la grande puissance américaine, qui est absolument considérable. Et c'est important de le faire. Ça sera l'Europe de la défense, en fait. Oui. Sous la contrainte. Laquelle nous marchons. Ça avancera sous la contrainte. C'est comme ça qu'on progresse vers certains objectifs.